Aujourd'hui. Nous allons commencer bientôt. Mais en arrivant, veuillez noter dans la boîte chat qui vous êtes et d'où vous venez. Si vous pouvez aussi choisir une langue. Pour choisir une langue, vous allez voir un petit globe en bas de votre écran. Vous pouvez cliquer sur ce globe et après choisir le canal anglais ou français. Et après, vous pouvez couper la version audio originale. Nous avons aussi quelques questions de sondage. Nous vous encourageons à répondre à ces questions en attendant l'arrivée des autres. Si vous préférez lire ces questions en français, la traduction en français sera ajoutée à la boîte chat. Les questions sont aussi sur la diapositive en anglais et en français. Vous pouvez voir que les réponses aux questions sont sur le sondage en anglais et en français. Si vous venez d'arriver, veuillez noter dans la boîte chat qui vous êtes et d'où vous venez. Veuillez choisir une langue. Pour choisir un canal, vous allez cliquer sur le petit globe en bas de votre écran et vous pouvez choisir le canal anglais ou français. Après, vous pouvez couper la version audio originale. Ici, vous voyez sur la diapositive que nous avons partagé quelques questions de sondage. Nous vous encourageons à répondre à ces questions en attendant l'arrivée des autres. Ces questions de sondage ont été ajoutées à la boîte chat en français et vous pouvez les trouver aussi sur la diapositive dans les deux langues. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons commencer. Je m'appelle Brittany Gutsch. Je suis responsable de programme pour le projet Knowledge Success au Centre de programme de communication de Johns Hopkins. Knowledge Success est ravi d'être partenaire avec FP 2020 sur cette série de webinaires. Ceci est notre 10e conversation dans la série Connecting Conversations. Si vous n'avez pas vu toutes les sessions, vous pouvez regarder les enregistrements des webinaires sur le site de YouTube et nous publions des blogs. Vous pouvez trouver ces liens et lire des résumés sur notre site web. Ce webinaire va durer 1 heure et après, il y aura une séance de questions-réponses avec nos intervenants. Ce webinaire sera interprété simultanément en français, comme j'ai mentionné, et il y aura un enregistrement en anglais et en français qui sera disponible bientôt. Je vous demande encore une fois de choisir une langue en bas de votre écran où vous voyez le petit globe. Les participants seront en sourdine pendant toute cette session. Si vous avez des questions pour nos intervenants, veuillez les taper dans la boîte chat en suivant la discussion. Mes collègues de Knowledge Success et d'FP 2020 suivront la conversation et nous allons répondre au plus de questions possibles.
Juste un petit rappel sur cette série Connecter des conversations. Connecter des conversations est une série de discussions sur la santé reproductive des jeunes et des adolescents, organisée par FE 2020 et Knowledge Success. Jusqu'à la fin de cette année, nous allons organiser ces sessions toutes les quelques semaines. Ce n'est pas un webinaire traditionnel. Nous utilisons un style de conversation. Nous vous encourageons à avoir un bon dialogue et avec beaucoup de temps pour les questions. Vous serez de retour, on est sûr. Cette série a été divisée en 5 modules. Notre premier, qui a été lancé le 15 juillet, a été focalisé sur une compréhension de base du développement et de la santé des adolescents. Le deuxième a commencé plus tard et nous allons parler avec des personnes qui peuvent influencer la santé reproductive des jeunes. Nous sommes ravis de commencer aujourd'hui avec une discussion sur le virage vers des services de santé adaptés aux adolescents. J'ai l'honneur de présenter notre animatrice aujourd'hui, Kate Lane. Elle est la directrice pour les adolescents et les jeunes de FP20, où elle travaille avec les pays qui se sont engagés pour favoriser les approches basées sur les données probantes pour améliorer l'utilisation des contraceptifs parmi les adolescents. Kate collabore aussi avec la gestionnaire de l'engagement des jeunes afin de renforcer le travail des points focaux jeunesse et pour renforcer la capacité du secrétariat pour l'engagement des jeunes. Elle a plus de 30 ans d'expérience dans la santé sexuelle et reproductive et elle a travaillé du côté de la mise en œuvre et des bailleurs de fonds. Kate, vous avez la parole. Merci Brittany et bienvenue à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Bienvenue à la troisième série de conversations. Un petit rappel, il y aura 4 conversations. Aujourd'hui, c'est la première session de la série et nous aurons aussi des conversations le 18 mars, le 8 avril et le 22 avril. Il y aura une petite pause entre les sessions. Il n'y aura pas de session le 1er avril parce que c'est le week-end de Pâques. Nous allons continuer à tirer avantage des autres conversations pour continuer la conversation. Mais si vous loupez une conversation, ne vous inquiétez pas parce que vous pouvez toujours revenir. Pour plus d'informations de notre chemin pour les 10 années à venir, vous pouvez aller sur notre site web pour avoir plus d'informations. Aujourd'hui, nous parlons de comment assurer les services de santé pour les jeunes et comment assurer des services de qualité qui répondent à leurs besoins variés. Nous avons un panel formidable ce matin qui vont présenter des perspectives mondiales. Nous avons Dr Valentina Balta qui travaille avec l'Organisation mondiale de santé. Elle est chef d'unité du département de la santé de la mère, de nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Après une carrière de pratique clinique et de recherche clinique où elle était spécialiste de la gestion des systèmes de santé et les questions de la santé publique pour la santé reproductive, elle travaille à l'OMS. Elle a travaillé dans plusieurs pays en transition économique en Europe et en Asie centrale, ainsi que dans le bureau de région pour l'Europe. Son travail est axé sur le développement des normes, des politiques et des stratégies pour renforcer la réponse des gouvernements à réaliser une couverture de santé universelle pour 1,2 milliard d'adolescents et une assistance technique aux États membres pour le développement d'une réponse multisectorielle pour la santé des adolescents. Nous avons aussi Yeva Berankit, qui travaille pour la santé et les droits sexuels et reproductifs, y compris le sida et le VIH, avec la Fédération internationale des associations des étudiants en médecine, qui représente 1,3 million d'étudiants en médecine partout dans le monde. Elle a travaillé sur la santé des droits sexuels et reproductifs au fil des 4 dernières années, sur les campagnes locales, nationales et internationales,
Elle a aussi parlé des questions de santé et droits sexuels et reproductifs d'un point de vue des jeunes au sommet mondial de santé 2020 et elle a été déléguée à l'Assemblée internationale sur la santé. Nous avons aussi la docteure Maria del Carmen Calle Davila qui travaille pour l'organisme andin de santé. Elle a un master en gouvernement et en gestion de santé avec un doctorat en santé publique. Elle a beaucoup d'expérience avec des postes de gestionnaire et de tactique au niveau nationaux et internationaux. Maintenant, elle est présidente de la Société péruvienne des adolescents et des jeunes. Elle est secrétaire exécutif de l'organisme andin de santé avec l'accord Hipólito Unanue. Elle est vice-présidente de l'Amérique latine pour l'IAAH et elle est professeure à l'Université catholique pontifique de Pérou. Avant de nous lancer dans les questions, nous avons eu des questions de sondage quand vous êtes arrivé à la séance virtuelle. Donc, nous allons mettre les réponses et les questions sur votre écran. Voilà la première question. Les centres des jeunes sont les meilleures façons de fournir des services pour les jeunes parce que les adolescents n'iront pas aux établissements sanitaires. 60% d'entre vous ont dit que c'est vrai, mais en fait, c'est faux. Ce n'est pas la meilleure façon de fournir des services aux jeunes. En fait, nous trouvons que les jeunes qui y vont n'y vont pas pour avoir accès aux services de planification familiale. En fait, nous avons plusieurs raisons pour lesquelles ce n'est pas la bonne réponse pour fournir des services. Deuxième question, les besoins de planification familiale pour les jeunes mères ne sont pas souvent étudiés. 91% de vous ont dit que c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Beaucoup de mères qui viennent d'accoucher sont ignorées quand il s'agit de conseils par rapport à la planification familiale. En troisième, les formations pour des services adaptés aux adolescents est un des moyens les plus efficaces de créer des systèmes adaptés aux adolescents pour les services de santé. 72% d'entre vous ont dit que c'est vrai. Nous savons que la formation est quelque chose de très important, mais cela ne suffit pas. Il y a beaucoup de recherches qui disent qu'il faut avoir une certaine supervision, il faut regarder les approches cliniques. Donc, la formation est la première étape, mais ce n'est pas voir l'image en grand. Merci d'avoir répondu à ces questions de sondage. Continuons avec nos questions. Voilà la première question. Commençons avec quelques questions générales. La première question pour nos intervenants. À votre avis, pourquoi est-elle importante une approche globale pour traiter des questions de la santé des adolescents? Et poursuivre, quels sont des aspects les plus importants des services de santé adaptés aux adolescents? J'aimerais commencer avec Valentina. Je sais que cela a été une priorité dans votre travail au fil des dernières années. Pourquoi utiliser une approche globale en avançant? Valentina, à vous.
éléments qui sont importants car il n'y a pas d'autre option. Nous avons besoin d'une approche universelle, mais qui ne soit pas disproportionnée. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, euh, euh, Valentina. Dr. Maria, je crois que l'Amérique latine, à bien des égards, traite de la question de la santé des enfants et des adolescents depuis beaucoup plus longtemps que nous. Peut-être pourriez-vous nous dire un petit peu comment l'Amérique latine essaye d'être plus systématique dans son approche et les enseignements que vous en avez tirés au Chili, par exemple. Je crois savoir qu'il y a énormément de travail qui a été accompli. Bonjour et merci de m'avoir convié à ce débat. J'aimerais vous parler de ce qui se passe en Amérique latine. Vous le savez, l'Amérique latine est une région où il y a bien des inégalités. Il y a des gens qui sont très différents au sein même de nos pays, à l'intérieur même de nos pays. Il y a donc deux options. D'une part, les services qui sont adaptés et une autre approche qui consiste à avoir des prestataires de santé qui ont les qualifications nécessaires pour travailler avec les jeunes. Mais ça ne suffit pas. Lorsque nous parlons de la santé des adolescents, nous ne parlons pas uniquement des services. Nous devons également parler des déterminants sociaux. Nous devons parler de l'éducation. Nous devons parler des possibilités, des opportunités, parce que les gens qui ont des relations avec les adolescents, il faut qu'ils aient les qualifications, les connaissances, mais surtout, il faut leur offrir des opportunités. Lorsque nous parlons de santé des adolescents, il ne s'agit pas simplement de service. Et ça, c'est le premier grand message. Le deuxième, is that pour les enfants de 0 à 5 ans, dans nos pays, l'écart est considérable entre le budget consacré aux 0 à 5 ans et aux 5 à 19 ans. Nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas les budgets nécessaires. Nous devons passer des premiers jours aux premières semaines. Il est important que les choses soient parfaitement claires. Les adolescents ne sont pas tous en bonne santé, pas du tout. 40% des problèmes psychologiques et mentaux, on les trouve dans les populations adolescentes. 70% des habitudes qui leur donneront les mettront à risque de maladies contagieuses, ce sont des habitudes qu'ils vont contracter pendant l'adolescence. Il faut donc que nous soyons clairs. Ils ont des droits, et les prestataires de santé doivent connaître et comprendre le fait que les adolescents ont des droits. Je ne vous parle pas simplement ici de l'information sur la santé sexuelle et reproductive, je parle de droits humains. Une excellente remarque, Maria. Quelquefois, nous pensons que l'adolescence, c'est le moment où on est en meilleure santé de la vie. Mais en fait, c'est à ce moment-là qu'un grand nombre d'adolescents acquièrent des habitudes qui vont avoir un impact sur le reste des générations. Lieva, j'aimerais avoir votre perspective en tant qu'étudiante en médecine. Vous êtes sur le point de vous lancer dans votre carrière de docteur. D'après vous, dans quelle direction allons-nous? Comment est-ce que les étudiants en médecine peuvent contribuer à modifier notre perspective des adolescents dans le contexte du secteur sanitaire? Tout d'abord, je crois qu'il faut commencer par nous-mêmes en tant qu'étudiants en médecine. Nos connaissances dépendent bien sûr des facultés de médecine auxquelles nous assistons, où nous allons.
Donc, j'ai personnellement été dans les écoles pour acquérir les meilleures connaissances possibles. Il faut travailler davantage au niveau des efforts de plaidoyer. Au niveau des facultés de médecine, il faut inclure la santé des adolescents dans le cursus. Je viens de Lituanie, c'est un petit pays d'Europe de l'Est, et je vous dirais que nos écoles ne répondent pas suffisamment aux besoins des adolescents. Je crois que j'ai un cours qui est concentré sur la santé des enfants et des adolescents, le reste concerne la santé des adultes. Il y a aussi une approche très paternaliste, on ne nous encourage pas à parler de manière égale à nos patients, on nous encourage à prendre les décisions pour eux, et ça, en fait, nous sommes en train de reculer. Tout à fait. Il y a une chose que j'ai remarquée au fil des ans, c'est que la population des adolescents ne diminue pas. Donc, si nous voulons vraiment répondre aux besoins des jeunes et des adolescents, il faut que nous prenions des mesures en ce sens. J'aimerais que Valentina nous dise ce qu'elle en pense. Merci, Kate. C'est en effet très important. Nous avons expliqué pourquoi il était important d'adopter cette approche. Mais qu'entendons-nous par service de santé adapté aux adolescents? Il est important de comprendre que les services de santé adaptés aux adolescents, ce n'est qu'un élément de l'approche des systèmes de santé. C'est absolument incontestable. C'est comme un bon moteur. Il ne fonctionne que lorsque tous ces éléments fonctionnent bien. Quels sont les autres éléments du système de santé? Ils sont nombreux. Les fonctions fondamentales, tout d'abord la gouvernance. L'approche du système de santé veut dire que quelqu'un au niveau du ministère de la Santé et d'autres secteurs clés des ministères sont responsables des adolescents, de la santé des adolescents, et ils pensent lorsque les décisions sont prises. Ils doivent donc être sensibles à cette question. Deuxièmement, l'autre paramètre, c'est le financement. Comment les ressources sont-elles attribuées? Il y a un grand nombre d'éléments qui sont nécessaires, mais qu'en est-il des budgets? Comment les prestataires sont-ils rémunérés? Où sont les incitations pour que les prestataires de santé fournissent les services que nous avons besoin qu'ils fournissent? Ça, c'est le deuxième élément. Troisièmement, la gestion sanitaire et des systèmes d'information de santé. Ça, c'est le troisième élément. Un système qui est adapté aux adolescents connaît ses valeurs numériques, ses chiffres. Si nous ne savons pas quelles sont les questions clés, quels sont les écarts de service, les insuffisances, les inégalités de soins, il nous est impossible de résoudre les problèmes. Un problème qui n'est pas visible n'existe pas. Il faut aussi des prestataires qui soient compétents dans le domaine de l'adolescence. Je ne vais pas vous donner un ordre de priorité, mais ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Comment est-ce que les prestataires de santé sont-ils formés? Quelles sont les compétences qu'on leur demande d'acquérir pendant qu'ils travaillent avec les adolescents? Ça, c'est un autre élément. Et puis, bien sûr, la prestation de services. Ici, nous pouvons parler davantage des modèles de prestation de services qui sont adaptés pour répondre à la majorité des besoins des adolescents. Quels sont les modèles qui peuvent nous permettre de toucher les groupes les moins servis? Et comment nous assurer que les installations elles-mêmes sont disponibles. Donc, il y a toutes ces opportunités, tous ces éléments. Lorsque tous ces éléments fonctionnent, ils fonctionnent ensemble, à ce moment-là, les services seront adaptés. Les services sont au cœur, bien sûr, parce que c'est là que les interactions entre le prestataire et les adolescents ont lieu, mais s'il n'y a pas les autres éléments, le prestataire ne bénéficie pas du soutien dont il a besoin pour travailler dans ce domaine. Merci, et je voulais revenir sur ce qu'a dit Maria tout à l'heure. Il faut non seulement améliorer les services de santé, mais les services dans leur ensemble, les services de développement, l'éducation dans les communautés. Un grand nombre de secteurs ne communiquent pas. Ils sont très déconnectés, disons-le.
nous avons besoin de trouver des moyens d'assurer la participation de tous, que tout le monde bénéficie d'un soutien généralisé pour les choix et les décisions qui doivent être pris. Nous savons que la commission du Lancet est un des moteurs de ces efforts pour les adolescents qui sont à l'extérieur des services de santé. Donc, il faut le comprendre. J'aimerais passer maintenant à la deuxième question. Quelques pays semblent avoir réussi à mettre en œuvre des systèmes qui se concentraient sur l'amélioration des services de santé fournis aux jeunes. D'après vous, qu'est-ce qui a permis à certains pays d'appliquer ces modèles qui sont axés sur les compétences et est-ce que les résultats en termes de santé de la population des adolescentes s'en ressentent? Les questions de budget sont extrêmement importantes, bien sûr, à FP 2020, nous travaillons beaucoup pour promouvoir et plaider en faveur de l'augmentation des budgets. Nous poussons l'idée selon laquelle il faut avoir des postes budgétaires pour des programmes et des services qui soient adaptés aux adolescents. Donc, voilà la question que je pose. Quels sont les succès que l'on a enregistrés dans certains pays et quelle est la raison de ces succès? Je vais commencer par Maria del Carmen. En Amérique latine, je peux parler du Chili, de l'Uruguay et peut-être de la Colombie et du Pérou, peut-être, je n'en suis pas absolument certaine. Pourquoi? Eh bien, parce qu'une décision politique a été prise. Lorsque nous parlons de budget, nous parlons de décision politique. Si les hauts responsables décident que la santé des adolescents est importante, ils y consacreront de l'argent. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je crois que nous avons besoin de comprendre l'importance des interventions universelles axées sur les adolescents et des interventions qui sont pour les adolescents présentant certaines vulnérabilités. Donc, il y a 3 catégories d'interventions. Il ne s'agit donc pas simplement du système de santé, il s'agit aussi des ministères de l'éducation, de la sécurité, parce que l'une des causes de mortalité en Amérique latine reste la violence, les homicides. Il faut donc en parler également. Je crois que la préparation des prestataires de soins est cruciale. Nous devons dépasser cependant les limites du traditionnel. Nous devons ne pas uniquement nous concentrer sur les questions d'ordre clinique. Il faut connaître les questions d'ordre juridique, comprendre que dit le Comité des droits de l'enfance. Nous avons 25 observations générales qui parlent de réseautage, qui parlent des autres options qui permettent de fournir des services de santé. Les prestataires doivent disposer de ces compétences. C'est une question qui est extrêmement importante pour ces services. Chaque prestataire doit disposer d'une compétence. Les prestataires, que les choses soient claires, ne peuvent pas décider pour les adolescents. Il faut qu'ils fournissent des lignes directrices, mais il faut respecter les adolescents. Les adolescents ont des souhaits, des désirs, des besoins. Et si un adolescent ou une adolescente dit « je veux aller… que je veux que vous consultiez les recherches qui ont été faites par Oxford, le docteur Banati. » Un adolescent peut demander, nous demandons 3 choses en fait. Nous voulons des modèles prévisibles et nous voulons surtout l'équité. L'équité, c'est essentiel. Nous devons donc travailler sur ces éléments. Pas
comme l'a dit Valentina, les services de santé, c'est simplement le niveau d'interaction entre les prestataires et les adolescents. Mais si nous n'avons pas de solution pour les autres éléments, nous ne pourrons pas progresser. L'éducation est un volet capital. L'éducation sexuelle et, enfin, pour moi, les choses sont claires. Les adolescents doivent avoir des connaissances et des informations, des compétences et des opportunités. Je crois que ce sont là les 3 éléments qu'il faut relever. Mais il faut aussi être respectueux, respectueux de la confidentialité, ne pas juger les adolescents. C'est extrêmement important dans nos pays. Nous avons cette idée que nous sommes des adultes et donc que nous savons tout et mieux que tout le monde. Certainement mieux que les adolescents. Ce n'est pas le cas. Les adolescents sont de merveilleux êtres humains qui disposent de beaucoup de connaissances, qui disposent de beaucoup d'informations, mais le problème, c'est qu'il faut que nous soyons à leur côté parce que leur santé mentale n'est pas forcément excellente. Et j'aimerais avoir encore 30 secondes pour parler de la pandémie. Nous ne pouvons pas parler de quoi que ce soit si nous ne parlons pas de la pandémie de Covid. La pandémie a changé nos existences. Nous devons donc faire preuve de créativité, d'innovation pour déterminer comment nous allons résoudre les problèmes. Tout change. Nous sommes en train de communiquer par Zoom ou quelle que soit la plateforme. Oui, c'est comme ça qu'on communique aujourd'hui. Nous communiquons de cette manière. Il faut donc que nous soyons à leur côté. Oui, nous ne pouvons pas ignorer l'impact de la pandémie de Covid et à NIH, nous avons présenté une déclaration importante en ce sens. Le fait que les adolescents sont souvent négligés. J'aimerais revenir sur un autre point. Je ne sais pas, Lieva, où vous voulez aller une fois que vous aurez terminé vos études de médecine, secteur privé, secteur public, mais une excellente remarque, c'est que bien souvent, nous nous concentrons sur les systèmes de santé, les santé adaptées aux jeunes dans le secteur public. Comment mieux mobiliser le secteur privé? Parce que souvent, nous encourageons les adolescents à aller dans le secteur privé parce qu'ils pensent que la qualité de service est meilleure. Mais est-ce que nos collègues réfléchissent à la manière de fournir des services plus responsables? Je pense que voilà la première chose à laquelle j'ai pensé pour parler de l'accessibilité et le secteur privé. D'abord, les jeunes, les adolescents n'ont pas souvent leurs propres moyens financiers et souvent le secteur privé coûte très cher. Donc, il faut créer une approche plus systématique pour encourager les jeunes d'utiliser le secteur privé ou peut-être pour faciliter leur accessibilité. Je pense que oui, nous devrions répondre à ces besoins et répondre à cette question. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans la boîte chat. Nous allons commencer à répondre à ces questions de nos collègues de partout dans le monde. Je vais commencer avec une question de l'Afrique. Un participant a dit que nous voyons en Afrique la formation des espaces, la création des espaces pour les jeunes dans des établissements sanitaires pour fournir des informations, surtout sur la santé reproductive. Il y a des personnes qui disent que ce sont des espaces jeunes ou des endroits où trouver des services adaptés aux jeunes. J'aimerais poser la question à nos intervenants. La notion des espaces jeunes est-elle une bonne approche ou devrions-nous regarder d'autres moyens de fournir des services aux jeunes, y compris la qualité des soins et renforcement des systèmes? Commençons avec Eva. Oui, j'ai quelques problèmes techniques. Je peux répondre plus tard. Oui, Valentina, vous pouvez commencer.
Je pense qu'il faut utiliser une approche complémentaire. C'est une bonne approche. Il faut toujours se focaliser sur les détails. Il faut savoir plus quels sont les résultats, quels sont les objectifs des espaces jeunes. Mais je pense que c'est une approche complémentaire parce que il faut fournir ces informations, mais nous savons que de simplement rendre accessibles les informations, cela ne suffit pas. Il faut créer une combinaison d'un accès à l'information avec un accès aux services de qualité. Si ces espaces jeunes sont là pour complémenter la prestation des services des agents de santé, et cela représente un espace supplémentaire où les jeunes peuvent discuter ou trouver des informations. Mais si il n'y a pas de lien entre cet espace et la prestation de services, voilà le problème. J'aimerais aussi répondre à la question qui t'a posée avant. Quand on parle de cette façon de penser et le fait qu'il faut réfléchir sur la bonne réflexion et comment changer nos pensées. Il faut évaluer, évaluer et évaluer encore. Chaque espace jeune a été établi avec des bonnes intentions et avec quelques idées en tête. Mais après plusieurs années d'opération, nous avons commencé à voir les évaluations. Il y aura des évaluations qui présentent les résultats. Et nous n'avons pas réalisé tous nos objectifs avec ces espaces jeunes. Il faut être sûr qu'il y a aussi une bonne prestation des services. Il faut parler des objectifs et est-ce qu'on a réalisé ces objectifs avec les espaces jeunes? Il y a une question qui a été posée après avoir regardé 22 études sur ces centres jeunes dans plusieurs pays. Est-ce qu'on a répondu aux besoins de plusieurs jeunes, les hommes, les femmes, les filles, les garçons, les plus âgés, les plus jeunes? Mais en fait, on a trouvé qu'on a travaillé qu'avec certaines parties de cette population. Il y avait des personnes qui se sont senties toujours cette stigmatisation. Donc, il faut trouver des bonnes réponses. Quelles sont les meilleures façons de fournir ces services pour éliminer ces stigmatisations? Oui, c'est une très bonne observation. Merci, Valentina. Et je pense, oui, qu'il faut faire des observations, mais il faut aussi utiliser les données probantes existantes. Parfois, nous suivons notre instinct et nous pensons, voilà, la meilleure est proche, mais ce n'est pas toujours ce que nous voyons dans les données probantes. Il faut utiliser les moyens, utiliser les données probantes existantes. Il faut aussi faire plus d'études pour tout évaluer. Il faut rendre accessibles ces données pour mieux comprendre où sont les défis et où sont les réussites. J'aimerais poser encore une question que j'ai vue dans la boîte chat et peut-être nous pouvons poser cette question à Maria Carmen. En Inde, voilà le grand défi, assurer la convergence entre les ministères, de faire travailler ensemble le ministère de l'Éducation, de la Santé, des femmes. Et souvent, il y a tout simplement des blocages parce qu'il n'y a pas la communication entre des ministères. J'aimerais savoir plus sur vos expériences en Amérique latine où les pays ont utilisé une approche systématique. Avez-vous déjà vu des exemples d'une collaboration interministère et quelles sont les choses qui ont facilité cette collaboration? Oui, très bien. Je peux parler de la commission multisectorielle pour la prévention de la grossesse parmi les adolescents au Pérou. Nous étions un des fondateurs de cette commission. Cette commission a été lancée en 2013 et arrive à la fin cette année. Il a fallu un certain leadership. Il y avait une réunion mensuelle. Nous avons établi des objectifs clairs et après, il y avait plusieurs évaluations pour analyser toutes nos informations. Mais où est le problème? Nous avons vu beaucoup de changements dans nos ministères. Au fil des 3,
deux, trois dernières années, je pense qu'il y a eu six, sept ministres de santé. Quand il y a beaucoup de changements et quand la politique n'est pas stable, il faut nous adapter. Oui, nous pouvons communiquer avec les ministres, mais il faut être très clair pour deux choses, les objectifs et le budget. Si nous avons les objectifs, mais nous n'avons pas de budget, nous ne pouvons pas réaliser nos objectifs. Nous ne pouvons pas avoir des droits sans budget. Et je parle des droits humains. Nous ne pouvons pas avoir ces droits sans budget. Nous avons commencé à discuter des grossesses précoces et je pense qu'au fil des 20 dernières années, nous n'avons pas vu de changement. Nous sommes toujours au même taux de grossesse précoce. Peut-être il y a des petits changements, mais en général, globalement, nous sommes toujours au même taux. Il est impossible à, à communiquer si nous n'avons pas de changement dans les déterminants sociaux. Je peux dire oui, tout le monde aura accès à une bonne éducation et chaque personne peut aller à l'école, mais ce n'est pas seulement ces questions-là. Il faut, oui, fournir une éducation de qualité et il faut parler avec tout le monde. Il y a beaucoup d'expériences dans nos pays. Il y a beaucoup de comités multisectoriels et ce ne sont pas tout simplement des questions de santé et d'éducation. Il y a tous les secteurs qui sont impliqués, mais nous ne voyons pas beaucoup de progrès. Je, je vous dis la vérité, nous n'avons pas vu beaucoup de progrès. Mais je pense qu'il faut commencer avec une priorité. Par exemple, si nous avons une commission multisectorielle, nous pouvons souligner une région et seulement une région, parce que Pérou a beaucoup de différences entre ces régions. Donc, parlons de cette région. Nous allons faire beaucoup d'efforts pour cette région et après, nous pouvons voir des progrès. Mais il est très, très difficile. Nous avons beaucoup de personnes qui ont des connaissances et qui reconnaissent l'importance de la santé des adolescents. Nous avons des, des personnes formidables qui comprennent tout cela, mais cela ne suffit pas parce qu'il faut un plaidoyer constant pour vraiment appuyer ces changements. Et oui, la défense, le plaidoyer ne se termine jamais. Oui, tout à fait. On peut dire, bon, commençons ici et ça va. Mais non, ça ne suffit pas. Voilà le grand défi de la pérennité. Nous ne pouvons pas commencer à l'âge de 10 ans. Il faut penser plutôt aux décennies. Il faut penser à toute la vie d'une personne. J'aimerais poser une question à Valentina. Nous parlons des approches multisectorielles et ça fait 30 ans que vous avez parlé de cette approche. Une collaboration naturelle est entre l'éducation et la santé. Et je pense que Valentina peut en parler davantage. Pouvez-vous parler d'une initiative de créer ces liens entre l'éducation et le secteur de santé? Oui, Oui, ce n'est pas nouveau pour nous que dire que l'éducation est un facteur aussi déterminant. Nous nous concentrons sur des initiatives dans le secteur de l'éducation médicale, les promotions des initiatives au niveau des écoles, des programmes de santé dans les écoles. Ils ont plus de 20 ans d'historique dans ce domaine dans un grand nombre de pays. Le problème demeure que ces initiatives étaient avant tout menées par les ministères de la Santé. Parce que nous avions les données, il nous semblait donc que nos problèmes, nos solutions devaient fonctionner comme cela. Et quelques
au niveau des écoles les plus occupées, les plus chargées, on essaie de voir ce qui est fait. Nous changeons le paradigme aujourd'hui. L'an dernier, nous avons mis en place une nouvelle initiative avec nos collègues de l'UNESCO et d'autres organismes de l'ONU pour faire de chaque école une école qui privilégie la santé. Cette initiative, et nous l'affirmons, euh, doivent être dirigées par les ministères de l'Éducation, à moins que cela ne soit intégré dans ce que l'éducation fait tous les jours, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut une approche systémique, mais aussi une approche au niveau de l'éducation. Donc, les systèmes d'éducation qui privilégient la santé, c'est ça qu'il nous faut. C'est-à-dire que les écoles doivent avoir la santé et le bien-être comme le premier élément, l'élément le plus fondamental de tout ce qu'ils font. La culture, les infrastructures, le travail avec les parents et les communautés. La santé doit être tout aussi importante dans les écoles qui sont, après tout, des institutions qui sont payées par l'argent des contribuables. Donc, nous avons toujours eu des difficultés, moi en particulier, lorsque les gens disaient « bon, il y a un problème d'absentéisme ». Mais non, la santé, le bien-être, c'est un grand élément de l'absentéisme. Donc, il nous faut des normes mondiales pour les écoles qui privilégient la santé. Ça devrait être dirigé par le secteur de l'éducation avec tout le soutien, bien sûr, du ministère de la Santé et des autres ministères pertinents. J'espère que nous allons donc nous rendre dans cette direction et que nous saurons appuyer les initiatives intergouvernementales et interorganismes dans ce domaine. Ça, c'est merveilleux, Valentina, parce que mes observations au fil des années sont qu'il y a un décalage énorme entre ce que fait le ministère de la Santé et ce que font les programmes de santé des écoles. Ils ne communiquent pas vraiment bien dans certains pays. J'ai vu le recrutement d'infirmières pour les écoles qui sont employées du ministère de l'Éducation, mais qui n'ont aucune supervision et aucun soutien du ministère de la Santé. Donc, il faut qu'il y ait une communication. J'aimerais revenir sur l'IEVA pour parler de la formation, de l'éducation que reçoivent les étudiants en médecine dans votre expérience. Qu'est-ce qui change? Quelles sont les carences éventuelles? Et j'aimerais que vous parliez peut-être un peu plus de la santé mentale qui ressort de plus en plus comme une grave préoccupation pour les jeunes, surtout dans le contexte de la COVID, où nous sommes mentalement tous effrayés. Et nous savons que les questions de santé mentale sont essentielles pendant la jeunesse et l'adolescence. D'après vous, la formation pré-service appuie-t-elle les écoles pour qu'elles soient réactives aux besoins des jeunes? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut plaider davantage auprès des institutions de préparation au service? Pour ce qui est de la santé mentale, en particulier la préparation des étudiants en médecine, la manière dont nous gérons les conséquences potentielles, selon mon expérience, et je crois que c'est l'expérience d'un grand nombre d'étudiants en médecine à l'échelle mondiale, on n'en fait pas assez. Je crois que c'est la chose la plus simple à dire. Parce que un grand nombre de cursus se comprendre sur les maladies symptomatiques ou les maladies somatiques, on examine le patient de manière physique, mais il faut faire un autre travail sur d'autres éléments. Dans mon pays en particulier, les médecins examinent les patients et remplissent tout un tas de formulaires, et cela représente souvent plus de la moitié de leur travail. C'est ce que j'ai pu observer. Donc, même si l'on s'aperçoit à l'examen que le patient a peut-être des problèmes ou des issues de nature mentale, il vaut mieux les renvoyer vers un spécialiste. Et ce n'est bien souvent pas fait parce que les professionnels qui travaillent à l'heure actuelle n'ont pas bénéficié de la formation nécessaire. Les étudiants en médecine de mon âge ou même plus jeunes essayent d'obtenir davantage de formation, davantage d'activités qui nous permettraient de reconnaître les stresseurs, les facteurs de déclenchement, mais il y a des lacunes absolument considérables, je le crains. Valentina et Maria, pourriez-vous me dire où les choses en sont également? Merci. C'est une question très importante. Contrairement à la santé maternelle et
infantile où il y a des obstétriciens, des sages-femmes, ou bien au niveau de la santé des enfants où il y a des pédiatres. Ceux-ci reçoivent une formation très spécialisée concernant les questions de grossesse, de soins anténataux, de problèmes de la dépression post-accouchement. Mais c'est une toute petite partie des effectifs des prestataires de santé. Bien souvent, les opportunités d'éducation continue dans le secteur de la santé des adolescents n'existent pas. Il nous faut donc davantage de financement et de leadership en ce domaine, parce que ça pose des problèmes graves. Il y a aussi un paradoxe. Au cours des 20 dernières années, l'âge des pédiatres a beaucoup augmenté. Par exemple, en Tanzanie, il y a 20 ans, la fourchette maximum de l'âge d'un pédiatre a augmenté de 8 ans. Avant, c'était 11 ans. Au-delà de cet âge, l'enfant serait dirigé vers un médecin spécialisé dans les adultes. Aujourd'hui, c'est 13,2 ans. C'est sans doute différent d'un pays à l'autre. Ce n'est qu'un exemple de la manière dont il y a eu une augmentation de la fourchette d'âge couverte par les pédiatres. C'est-à-dire les pédiatres qui s'occupent d'adolescents de plus en plus âgés. D'un autre côté, et c'est là le paradoxe, ils n'ont pas bénéficié d'une formation supplémentaire. Donc on leur donne plus de travail, mais ils n'ont pas la formation requise. Donc, il y a une période c'est une période de la vie qui est très différente et ça pose un grand nombre de problèmes. Ceci relève de l'approche systémique. Nous n'avons pas suffisamment de budget pour la formation continue, le recyclage, la reformation des prestataires de santé. Il faut donc repenser les cursus des facultés de médecine, des facultés pour les infirmières et les infirmiers, pour intégrer ces cours dans les cursus. Il faut continuer bien sûr à s'éduquer toute sa vie, mais si on n'inclut pas cela au niveau des années de formation, il est très difficile de convaincre quelqu'un qui est par exemple une infirmière de 50 ans, qui n'a jamais entendu parler des étapes de développement, qu'elle doit maintenant se reconvertir complètement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maria, aux États-Unis, par exemple, je crois que nous voyons de plus en plus l'adolescence comme une sous-spécialité importante. Ceci dit, nous n'avons pas beaucoup de spécialistes de la médecine des adolescents. Est-ce que dans les facultés de médecine d'Amérique latine, ceci est inclus dans le cursus? En Amérique latine, lorsque nous comparons le cursus médical et celui des psychologues, du personnel infirmier et des psychologues et des psychiatres et des sages-femmes, il n'y en a pas. Lorsque vous parlez des cours pour le personnel infirmier, l'obstétrique, les nutritionnistes et autres, ils ont plus d'adolescents que nous, médecins. Deuxièmement, au niveau de la formation en pédiatrie, les adolescents, la formation porte sur une semaine, pas plus. Et nous travaillons avec les universités pour augmenter la durée de cette formation. Mais c'est vraiment très, très limité. Il est nécessaire, je crois, d'œuvrer à l'inclusion de la santé des adolescents dans la partie préparatoire, pas au niveau de la spécialisation. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons d'augmenter, de renforcer la formation concernant la santé des adolescents. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut que nous changions d'approche en ce qui concerne la préparation médicale. Il ne s'agit pas simplement des symptômes physiques. La santé mentale est essentielle.
au niveau de la santé mentale, il faut disposer de connaissances et de compétences dans tous les domaines, pas simplement le domaine médical. En effet, aujourd'hui, nous pouvons traiter un grand nombre de problèmes médicaux pour lesquels on ne pouvait rien faire il y a 20 ou 30 ans. Il faut pouvoir simplement détecter le problème de bonheur, avoir un diagnostic précoce pour pouvoir agir rapidement. Donc, tout ceci est extrêmement important. 40% des problèmes mentaux, nous le savons, émergent dans l'adolescence. Dans un grand nombre d'études, de cours sur les qualifications de vie, les jeunes adolescents, garçons, vivent une crise et s'ils ne sont pas soignés, traités, ils vont avoir une espérance de vie beaucoup moindre. Je suis pédiatre, donc je sais que le pédiatre doit s'occuper des adolescents. C'est crucial. Le pédiatre connaît ses enfants, ces jeunes filles et garçons, depuis qu'ils sont tout petits. Il faut pouvoir leur parler. Et je le répète, nous devons être à leur côté, près d'eux, mais pas les dominer et prendre les décisions à leur place. Il faut donc que nous fassions beaucoup, beaucoup plus. Oui, nous avons malheureusement bien du pain sur la planche, beaucoup d'efforts de plaidoyer. Je me souviens quand ma fille, mon premier enfant, je suis allée au cours d'accouchement et je lui disais que ce que je faisais dans ma vie, que je travaillais avec ces adolescents dans mon travail, et la personne m'a dit, moi, je ne sais jamais quoi leur dire à ces jeunes. Donc, nous avons des suggestions que nous pouvons faire. Nous pouvons voir ce qui a été fait dans les autres pays. Je voudrais aussi vous dire que nous arrivons à la fin des délais qui nous ont été impartis. Si vous en êtes d'accord, nous allons continuer quelques minutes, mais Valentina a quelques suggestions à nous donner. Je voulais donner simplement des exemples de ce qui se passe dans certains pays. Il faut que les personnes qui assistent à la réunion d'aujourd'hui se sentent autonomisées. En Ouganda, par exemple, après une exposition à une formation de niveau de maîtrise en santé adolescente, on est passé dans la partie spécialisation pour les résidents de deuxième année à une formation de 6 à 8 semaines sur la santé adolescente. Et puis, après ces formations post-diplôme, il y a une composante de santé adolescente dans la formation pré-service, dans les programmes de chirurgie et de médecine. Un autre exemple nous vient de l'Éthiopie. L'Éthiopie assure la formation du personnel de l'université à Hamay, où le cursus a été développé pour inclure la santé des adolescents. Il y a d'autres exemples. En Inde, par exemple, aujourd'hui même, l'Inde a recommandé que la santé adolescente et le développement des adolescents soient enseignés dans les programmes pré-service. Il y a donc une équipe qui est en train d'élaborer un cursus qui inclura la santé adolescente le long de 4 spécialités: pédiatrie, psychiatrie, médecine communautaire et médecine sociale. Donc, j'aimerais dire aux participants que nous ne parlons pas ici de quelque chose de théorique, d'abstrait. Au cours des 5 dernières années, un grand nombre de pays ont développé des cursus en ce sens pour mettre l'accent sur l'importance de la formation de la santé des adolescents.
Oui, je crois que nous avons fait une évaluation il n'y a pas longtemps sur ce qui se passait en Asie, certains pays d'Asie. Donc, vous avez parfaitement raison. Il est important de le signaler. On n'est pas en train de démarrer de zéro. Il y a déjà un grand nombre de bons exemples. Je vais donner le dernier mot à Lieva puisqu'elle représente un petit peu notre avenir. C'est elle qui aborde l'avenir. Elle a le flambeau. Lieva, d'après vous, que devrions-nous faire? Sur quoi devons-nous nous concentrer pour essayer de faire progresser cette notion de systèmes qui vont au-delà des espaces jeunes pour être plus systématiques dans notre approche? D'abord, c'est quelque chose que je peux répéter 1000 fois. Il faut accorder un certain leadership aux jeunes et aux adolescents. Souvent, nous avons des générations, des personnes plus âgées qui parlent au nom des adolescents, qui parlent de leurs besoins spécifiques, mais plutôt demandant aux adolescents, fournissant un espace sûr pour les adolescents. Ils n'auront pas peut-être toutes les réponses, mais il faut les laisser parler. Voilà le message le plus important. C'était un honneur d'être ici avec le docteur Valentina et le docteur Maria. Dernières observations, quelque chose à ajouter, Maria? Oui, je vais dire, il y a eu des progrès. Oui, nous avons vu beaucoup de progrès ici en Amérique latine, mais soyons réalistes. Ce sont des adolescents différents. Nous passons un moment important de notre histoire. Et je pense qu'il faut vraiment écouter aux adolescents. Ce n'est pas tout simplement une question de mesure, des normes. Oui, tout ça est très important, mais les vrais experts sont les adolescents. Et il faut être clair qu'il y a plusieurs groupes d'adolescents. Il n'y a pas simplement des adolescents. Il y a des adolescents défavorisés, il y a des adolescents avec des maladies chroniques, il y a des adolescents LGBTQI, il y a d'autres groupes d'adolescents. Il y a beaucoup de types d'adolescents. Je pense que l'essentiel est une attention personnalisée. Ce n'est pas simplement dire, bon, maintenant nous allons commencer avec la première étape, la deuxième étape, etc. Non, nous ne pouvons pas être amis. Oui, encore un problème. Oui, je suis prestataire et ce patient est mon ami. Elle est ma copine. Non, non, ce n'est pas l'idéal. Nous sommes d'abord des prestataires. Et deux dernières choses, la confidentialité. Je pense que cela peut être très difficile dans des réseaux. Je suis là et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent. Quand vous utilisez la télémédecine avec des plateformes, nous ne sommes pas sûrs de la confidentialité. Donc, il faut faire très attention. Il faut aussi ne pas juger. Si un adolescent vient, il ne faut pas le juger. Il faut simplement les aider et être de leur côté. Voilà l'idée principale. Oui, merci. Une dernière observation. Les jeunes ne veulent pas vraiment quelque chose de différent des adultes. Ils veulent être traités avec du respect, ils veulent avoir des services confidentiels, ils ne veulent pas attendre des heures dans la salle d'attente, ils ne veulent pas payer cher pour les services. Il ne faut pas penser aux jeunes comme une catégorie différente avec des besoins spéciaux. Il faut améliorer notre système en général, surtout avec les jeunes mères, les femmes qui sont mères pour la première fois. Il faut reconnaître, ce ne sont pas simplement des mères, ce sont aussi des adolescentes. Il faut avoir des services spécifiques pour elles. Nous avons
parler de plusieurs choses dans cette session. Nous allons continuer la conversation pendant notre prochaine séance le 18 mars. Nous allons parler des modèles différents des soins. Nous allons parler des segments différents des jeunes. Nous comprenons que les jeunes ne sont pas homogènes. Ce n'est pas à l'empreinte-pièce. Merci beaucoup à Valentina, Maria et Eva d'être ici avec nous aujourd'hui. J'imagine, nous pouvons continuer à parler pendant 1 heure, mais nous respectons votre temps. J'espère que vous serez là dans 2 semaines pour parler de comment les services peuvent répondre aux besoins divers des jeunes. Je vous souhaite une très bonne journée et à 2 semaines. Merci.